Bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine de votre magazine qui pense et questionne les technologies de demain. Alors on va commencer par un décryptage, celui de la vente de la division d'Uber qui était dédiée au développement de la voiture autonome. Avec moi, Alain Staron qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie d'innovation, nous dira quelle est son analyse de ce qui s'apparente quand même à une marche arrière de la part d'une des marques symboles de la disruption. Ce sera donc son interview dans quelques instants. Et puis, au cœur de cette émission, nous débattrons de l'euro numérique. La Banque Centrale Européenne doit-elle accélérer sur le sujet ? Pourquoi ? Que changerait cette monnaie virtuelle européenne ? 3 spécialistes vont nous aider vraiment à décrypter l'ensemble de ce sujet. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber qui appelle à la prudence, notamment sur le click and collect, avant de conclure par une innovation qui devrait faire progresser la détection de troubles mentaux demain. Mais donc tout de suite, place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors, vous souhaitiez revenir sur cette décision d'Uber qui est l'inventeur, on va dire, de l'ubérisation et qui, du coup, a bousculé beaucoup de modèles économiques et là décide de céder sa branche à ATG. Donc ATG, c'est pas rien en fait, c'est vraiment sa branche qui pense demain de nouvelles technologies et qui était dédiée au travail sur la voiture autonome. Alors, quelle est votre analyse de cette cession ? Très surpris déjà, très surpris. Travis Kalanick, le fondateur d'Uber, a créé un modèle disruptif, on le sait tous. Il s'est intéressé à une profession qui vivait sous forme de rente, protégée par une réglementation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les il y a taxis. encore 10 ans. Ailer un taxi, conduire dans un couloir de bus ou aller attendre à une station de taxi était réglementé. Il fallait une licence. Donc n'importe qui ne pouvait pas rentrer, les licences étaient contingentées. Et donc c'est une profession qui vivait sous forme de rente. Et il a remplacé ces 3 protections réglementaires par une seule technologie, le téléphone mobile. Quand il a fait ça, il a fait l'archétype de la disruption. Il a changé le paradigme. On ne va plus chercher un taxi, c'est le taxi qui vient vous chercher. Moyennant quoi, les taxis, quand on regarde les courbes d'évolution du nombre de courses de taxis, par exemple à New York, elles se sont cassées la figure, donc la disruption est vraiment avérée. Avec un truc intéressant, c'est que non seulement il y a la technologie, mais il y a aussi le business, l'expérience utilisateur derrière. Et l'expérience utilisateur, c'est une application. Alors la bonne nouvelle, c'est que G7 a très vite fait une application, donc ils sont revenus dans la course, avec les détails qui font toujours sourire. Quand vous avez pris votre course Uber, à la fin, on vous demande de noter éventuellement les laisser un pourboire. C'est G7, vous décidez à l'avance le pourboire que vous laisserez systématiquement à tous les chauffeurs. Et chez Didi en Chine, c'est encore autre chose. Vous me donnez le chauffeur juste à l'avance pour avoir une voiture qui arrive plus vite. Donc, 3 cultures, 3 modèles du pourboire. Vous payez un service, vous récompensez un service ou vous payez parce qu'il faut payer. Bref, ça, c'est le modèle Uber démarré en 2009. En 2015, il lance ATG, les véhicules autonomes, avec une conviction très forte. C'est un modèle existentiel pour Uber. Il ne va pas avec l'eau de la cuillère. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les voitures sont dirigées quelque part, quand vous rentrez dans le Uber, vous savez déjà où vous allez, il suffit de conduire. C'est pas très loin de ce que c'est faire un robot. Et lui-même, quand on lui demandait c'est quoi la limite de votre modèle économique, il répondait le gars devant. Un style un peu sulfureux qui doit coûter son poste. Mais voilà, donc il savait, c'est pour ça qu'il a lancé très vite les véhicules autonomes, il savait qu'il fallait aller vers les véhicules autonomes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une rupture technologique, c'est aussi une rupture économique. L'idée, c'est de limiter les coûts, et donc en enlevant cette interaction avec le chauffeur. Exactement. Et le problème est venu des coûts. Donc le nouveau PDG d'Uber doit réduire les coûts. Uber n'a jamais été à l'équilibre depuis 2009. Peut-être un trimestre. Donc perd toujours de l'argent. Dans un schéma qui est assez classique, on veut gagner de la part de marché. Donc on dépense beaucoup. C'est comme Amazon sur la partie e-commerce. La partie e-commerce, Amazon ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'il faut gagner de la part de marché. Et donc Uber va être le premier partout. Donc il dépense. Et en même temps, il doit financer la disruption suivante. Et c'est ça qu'il n'a pas réussi à faire. En tout cas, le nouveau PDG a dit « je revends à Aurora ». Alors c'est ça qui est un peu surprenant. Pourquoi se désengager d'ATG et de la voiture autonome si c'était tellement stratégique pour Uber ? La première raison, la finance. Il faut avoir de l'argent. Et autrement dit, quand vous faites une disruption, à un moment, il faut un MVP, un minimum viable product, il faut commencer à gagner de l'argent. Et là, ça faisait 11 ans qu'il courait après, donc c'est un peu compliqué. Le deuxième sujet, qu'on ne va pas pouvoir trop développer, mais quand même, Uber, c'est la seule société qui a eu un accident mortel pendant qu'il testait des véhicules autonomes. C'est un chauffeur Uber
qui n'était plus chauffeur, qui était en train de tester le robot avec quelqu'un derrière et qui a regardé un film au lieu de voir un cycliste qui traversait à pied de nuit la route. Bon, dramatique. Il y a eu d'autres déboires. Il y a eu aussi le recrutement d'un ancien de chez Google. Ouais, c'est le troisième sujet. Voilà. Le troisième sujet, qui finalement a été accusé de vol d'informations secrètes, puisqu'il arrivait avec finalement tout le capital de travail de Google sur la voiture autonome. Il est en prison pour 18 mois. Et les chief scientists d'ATG disaient on n'y arrive pas, la voiture ne progresse pas. Quand on regardait les scores fin 2018, la Californie, où se passent beaucoup de tests, demande à tous les fabricants de donner leur score. Combien de kilomètres, de miles vous pouvez conduire avant de reprendre la main? Le leader Waymo faisait en 2018 11 000 miles. Uber en faisait 0,3. Donc, une marche énorme. Donc du coup, ils se sont dit give up. Ils passent la main. Oui, pour autant, ils n'abandonnent pas totalement le projet de la voiture autonome en vendant à Aurora. On est bien d'accord. Aurora est une boîte indépendante qui va avoir besoin de déboucher. Uber prend une part du capital et donc Aurora se dit quand je serai prête, je pourrai écouler ma technologie chez les véhicules Uber. Donc, c'est toujours le même mécanisme, c'est j'achète la part de marché pour mettre ma nouvelle technologie. Si ça me coûte trop cher, ça me prend trop de temps, vaut mieux partir de zéro. Parce que dans le même temps où Aurora se dit je continue à travailler, je vais développer, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence d'un perroquet. Ça ne fait que répéter. Ça répète ce que ça a déjà entendu. Quand il s'agit de conduire, ça répète ce que ça a déjà vu comme conduite de conducteur. Il faut donc accumuler des miles de conduite. Mais du coup, est-ce que Aurora a une chance de percer sur ce marché? Et alors qu'on va regarder ce qui se passe maintenant, il y a quelques années, toutes les startups étaient là-dessus, dans un laboratoire. Et puis, le premier à s'être lancé, c'est Google avec Waymo il y a 2 ans. Et en fin 2018... on est fin 2020, 2 ans après, ils sont lancés avec une flotte de taxis autonomes, alors d'abord avec des chauffeurs et maintenant sans chauffeurs, à Phoenix, en Arizona, sur 12 hectares, donc quand même une petite surface, mais ces 600 voitures en 2 ans ont parcouru 6 millions de miles, 10 millions de kilomètres. Voilà. Donc là, on a changé d'échelle, et intéressant, 6 millions de miles, 49 risques d'accident, dont 18 accidents. C'est-à-dire, on est passé en 2 ans de 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000. Voilà le progrès. Est-ce que vous pouvez préciser d'ailleurs la manière dont Uber va continuer à surveiller ce marché avec Aurora? Donc, il y a une part de participation. Oui. Donc, il y a une participation dedans parce qu'il faut suivre. Voilà, je sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre à date sur cette partie, comment je reste dans la... Donc, en fait, ils enlèvent le risque de la R&D. En fait, ils le déportent sur Aura. Exactement. Donc Aura qui a d'autres investisseurs et qui cherche à s'en sortir comme ça. Donc financièrement, ça tient la route. Mon sujet, c'est le coup d'après. C'est OK, j'ai des dollars, mais est-ce que j'accumule des kilomètres? L'intelligence artificielle, il faut accumuler de la donnée. Et la donnée, c'est pas que de l'argent. La donnée, il faut faire des opérations. Et le pari d'Uber, alors, quel est-il? Alors, Uber, peut-être, avant de dire ça sur le... Oui. Les véhicules autonomes, c'est clairement la vraie prochaine disruption de la voiture. Et en fait, on voit tout le monde s'engouffre dessus. Et donc, Aurora, il est confronté à qui? Waymo, on en a déjà parlé. Mais il y en a un autre qui accumule beaucoup de kilomètres, c'est Tesla. Évidemment. Tesla, 1 million de voitures en mars dernier, vient de lancer une bêta-version sur un sous-ensemble de ses conducteurs, de ses possesseurs de Tesla, de véhicules autonomes. Un rapide calcul, si toutes les Tesla avaient cette bêta-version, il ferait ce qu'a fait Waymo en 2 ans, il le ferait en 1 journée. Donc lui, il peut accumuler des kilomètres. Alors, on ne va pas avoir le temps de lister tout le monde. Il y a aussi les constructeurs automobiles classiques, évidemment, qui s'intéressent à la voiture autonome. Mais pour revenir à Uber, est-ce que vous diriez au final que cette vente d'ATG est le signe d'une tentative de disruption qui a été ratée, ou alors quel est le pari qu'il fait? Alors, une disruption ne vient jamais seule. C'est ça la difficulté, c'est ça qu'on est en train de comprendre. Quand Uber s'est lancé dans la disruption en 2009, son fondateur avait en tête la disruption suivante. Donc, il faut continuer à disrupter. Maintenant, tout l'enjeu, c'est est-ce que financièrement on sait s'équiper et est-ce qu'on sait suivre. Sur ce sujet précis, sauf si Toyota, qui a investi dans Uber, se met dans Aurora et fournit des véhicules pour augmenter les miles, à cette condition, Uber peut revenir dans la course, aidé donc par les fabricants automobiles. Si ça ne se passe pas, il risque fort de se faire dépasser par Volkswagen qui dit les véhicules autonomes c'est dans 5 ans, 2025. Et puis, on pouvait aussi penser que Uber aurait le coup d'après, c'est Uber Elevate, les voitures volantes. Ils viennent de vendre à Joby.
Donc même le coût de la voiture volante, qui est un cas simple d'un véhicule autonome. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de contexte à gérer, je suis dans l'espace. Et à l'inverse, je peux pas avoir de chauffeur parce que ça pèse trop lourd. Donc j'ai vraiment besoin d'être autonome. Et même là-dessus, un Volocopter annonce 2026 à Singapour. Joby dit dans mes marchés principaux, il y en a 5, dont le Japon et la France. Juste parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc c'est le prochain coup d'après. Et à nouveau, Uber n'y est pas. Je crains que... Donc, grosse marche arrière selon vous, Alain Staron. s'est arrêtée trop vite. Merci beaucoup, Alain Staron, donc PDG d'Amborella et auteur de l'ouvrage Autodisruption. Nous, c'est l'heure de notre débat sur l'euro numérique. La Banque centrale européenne a lancé une consultation qui s'achèvera mi-janvier sur l'émergence de la future monnaie virtuelle européenne. Elle coexisterait évidemment avec celle qu'on connaît, la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets en euros, et serait accessible à tous les citoyens et entreprises pour leur paiement électronique quotidien. Alors, on va voir quel serait l'intérêt de cet euro numérique et quelles seraient les conséquences de son adoption avec Adrien Zera, qui est en plateau avec moi, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadic Labs. Et nous avons également en visio avec nous Yves-Laurent Caillan, PDG et cofondateur de CoinPlus, qui veut démocratiser l'usage des crypto-monnaies et vient à ce titre de lancer en France, Belgique et au Luxembourg un produit destiné au grand public. C'est un compte Bitcoin matérialisé sous forme de carte bancaire. On en parlera aussi un peu tout à l'heure. Et Karim Ghanem, cofondateur d'IOV, alors je ne sais pas s'il faut le dire à l'anglaise, IOV, et co-inventeur d'une nouvelle technologie qui permettra, grâce à un identifiant universel, de simplifier les échanges de valeurs sur la blockchain. Si je vous dis tout ça, c'est parce que on est sur un sujet sur lequel on a vraiment besoin d'acculturation. C'est à la fois un sujet monétaire et technologique, donc pas simple. On en parle de temps en temps dans Smart Tech pour se faire à cette nouvelle idée que peut-être émergera cet euro numérique. En tout cas, on a l'impression que la probabilité semble se rapprocher. Quel est votre sentiment là-dessus, Adrien Zera ? Un euro numérique, est-ce que c'est probable et quel serait son intérêt ? Alors, probable, oui. Je pense qu'il faut rappeler qu'il y a une initiative qui a été lancée par la Banque centrale européenne et, à mon avis, c'est une réponse avant toute chose à une menace. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une menace de souveraineté ? Exactement. Il y a rien de plus souverain que la monnaie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une réponse de la Banque centrale européenne et des banques centrales de la zone euro face à des initiatives privées comme le projet de Facebook qui s'appelle maintenant Diem, qui s'appelait Libra, ou aussi les avancées du gouvernement chinois avec le yuan digital. Donc, je pense que la probabilité est plus proche de 1 maintenant qu'il y a quelques mois, parce qu'il faut répondre, il faut se positionner par rapport à ces initiatives pour maintenir une... Et on ne va pas le faire juste pour le faire. Quelle sera vraiment son utilité exactement à cet euro numérique ? Donc il y a effectivement protéger la souveraineté monétaire de la zone euro, mais aussi il y a des applications. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une expérimentation avant toute chose. Et le premier cas d'application, c'est vraiment dans l'industrie financière, avec ce qu'on appelle tout ce qui est livraison contre paiement d'actifs financiers. Donc c'est vraiment un travail qui est fait par les banques commerciales avec les banques centrales. Donc en ce sens, la Banque de France a lancé une expérimentation avec 8 projets pour étudier un petit peu le mécanisme de livraison contre paiement d'actifs financiers représentés sous forme de tokens sur blockchain. Et pour pouvoir faire ce delivery versus payment, ce livrement contre paiement, il faut qu'il y ait en face un euro digital, un euro numérique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des monnaies numériques existantes, mais qui ne sont pas contrôlées. Qui ne sont pas sur blockchain, en tout cas, oui, tout à fait. Alors, on va donner la parole à Yves-Laurent Caillan, qui est PDG et cofondateur de CoinPlus. Bonjour, Yves-Laurent. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce que changerait cet euro numérique très concrètement ? Voilà, ce qu'a dit Adrien est correct, c'est-à-dire qu'il y a un aspect wholesale, un aspect gros et un aspect retail. Et ce qui va se changer dans le retail, c'est que les usages vont pouvoir donner la tendance, c'est-à-dire que cette
crainte d'une souveraineté qui va bientôt peut-être partir, puisque c'est technologique également, et les géants de l'Internet vont certainement s'y mettre, soit américains, soit chinois. Et il y a déjà, Adrien pourra le confirmer, des nœuds qui tournent c'est-à-dire des ordinateurs qui tournent sur Amazon. Et donc au quotidien, le client final va pouvoir régler, va pouvoir payer ses paiements qu'il fait tous les jours avec un euro numérique ou avec un Libra ou avec d'autres monnaies qu'on pourra appeler des monnaies numériques, des monnaies issues d'une technologie soit contrôlée par une banque centrale, soit contrôlée par une firme privée. Et la problématique, c'est que si la banque centrale perd cette souveraineté, comme a dit Adrien, il va falloir se poser des questions sur à quoi servent les banques centrales en dehors de leur principal outil qui est la régulation et les échanges entre banques centrales elles-mêmes et banques commerciales. Mais excusez-moi juste de vous interrompre là-dessus, c'est qu'on a déjà un euro qui sert à des transactions électroniques. On pourrait dire que c'est un euro déjà un peu numérique. On a déjà des crypto-monnaies qui existent sur le marché. Quelle est l'utilité d'en créer une nouvelle ? Alors, d'un point de vue des banques centrales, il y a plusieurs types d'utilités. Il y a le fait de pouvoir contrôler tout ce qui est taxes. Donc, ça peut apporter une réponse à ce qui est l'évasion des taxes fiscales. Ça peut également apporter un meilleur impact sur la politique monétaire. Quand vous avez un euro digital, vous pouvez l'attribuer beaucoup plus facilement parce qu'il y aura forcément beaucoup plus de traçabilité. Et donc, vous pouvez l'attribuer plus facilement selon les sujets que vous voulez traiter. Alors, je vais revenir, excusez-moi, je reviens à Adrien Zera parce que je sais que vous travaillez sur des briques open source autour des crypto-monnaies. Est-ce que cet euro numérique, ça ne va pas à l'encontre, finalement, du principe même de la blockchain et de la crypto-monnaie, puisque c'est censé être un système décentralisé, distribué, et moi, dans banque centrale, j'entends centrale quand même. Oui, mais c'est la banque centrale qui va utiliser une technologie qui, elle, reste décentralisée open source. Quand la banque centrale va déployer un euro numérique sur blockchain, elle va représenter cet euro sous forme de token qui sera déployé sur une blockchain qui reste complètement décentralisée et open source. Et donc, on est sûr que cet euro numérique respectera les fondamentaux de la blockchain ? Alors, si il est basé sur une blockchain, ce qui n'est pas du tout sûr, et je vous invite à lire le rapport de la Banque Centrale Européenne sur l'euro digital. Pour moi, je pense que ce n'est pas sûr encore que la Banque Centrale décide de lancer ça sur... Quelle serait l'autre option ? TIPS. C'est-à-dire ? C'est un mécanisme de paiement de la zone euro qui fonctionne bien aussi. Peut-être qu'ils regardent aussi d'autres technologies, mais ce n'est pas encore décidé. Donc, s'ils utilisent une blockchain, effectivement, ça respectera les principes d'une blockchain. Oui. Alors, on va donner la parole maintenant à Karim Ghanem, cofondateur d'IOV. D'ailleurs, il va nous dire tout de suite. Bonjour Karim. Bonjour. Comment on prononce le nom de votre structure ? Ça dépend dans quel pays. D'accord. À l'international, on dit IOV. Et en France, IoT et en France, IOV. Et en fait, c'est l'acronyme de Internet of Values. Ok. Alors, quand on parle d'euro numérique, ça vous fait penser à quel type d'enjeu ? Alors, en fait, c'est un enjeu justement qui est important pour les utilisateurs parce qu'en fait, on est dans une transition entre un Internet de data, un Internet de la valeur. Et en fait, au-delà même de l'euro numérique, ça va permettre en fait aux utilisateurs, aux consommateurs et à cette forme d'internet de valeur de devenir mass market. Pour moi, l'intérêt majeur qu'il y a dans l'euro numérique, c'est qu'en fait, on sort de la volatilité du Bitcoin, par exemple, pour aller vers un token qui n'a pas de volatilité et qui peut être utilisé justement pour faire des paiements. La monnaie, vous l'évoquiez au début de l'émission, en fait, la monnaie a constamment évolué depuis la monnaie qui est vraiment le cash, la monnaie papier, et de plus en plus, on va vers une monnaie qui est de plus en plus numérique, digitale,
Et cette transition-là, en fait, on reste sur une monnaie qui permet de faire des échanges, mais avec de plus en plus d'efficacité. Donc, pour moi, ça m'évoque plus de facilité, d'efficacité dans les paiements et plus de sécurité aussi sur l'Internet des valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on assurait une stabilité à cette euro numérique si elle était gérée par les banques centrales. Alors, je voulais faire réagir Yves-Laurent Caillant sur le sujet justement du fiduciaire versus le numérique, parce que vous, votre entreprise, elle a décidé de lancer un produit physique. En fait, vous lancez une carte qui permet de matérialiser la crypto-monnaie. Alors, est-ce qu'on est sûr que finalement cet euro numérique sera 100% virtuel ? Voilà, en fait, c'est une innovation, c'est une invention technologique. C'est le fait, sans électronique, sans passer par les réseaux Visa, Mastercard, c'est le fait de pouvoir matérialiser votre compte Bitcoin ou même votre compte Tezos. On a également la carte Tezos qui vous permet de matérialiser ce compte sur une carte physique, mais ça peut être n'importe quel support physique. Et donc, on revient sur un usage qu'on peut connaître du billet ou de la pièce, mais ça reste quand même l'accès à votre compte, et votre compte est bien sûr dans les blockchains. Donc, c'est juste la matérialisation physique de votre compte. Donc, la disruption... Oui. Oui, je vous écoute. Et donc, ce que va combattre cet euro numérique, c'est aussi tout cet aspect d'argent de black market, d'argent qui peut servir à autre chose qu'à des usages corrects. Et nous, ce qu'on propose, c'est aujourd'hui cette carte physique qui est un accès à votre compte physique et qui est très facile à obtenir en bas de chez vous, dans des réseaux physiques. Et c'est pour pouvoir faciliter, pour pouvoir adopter beaucoup plus facilement pour la masse, pour une masse d'adoption beaucoup plus facile et rapide, que n'importe qui puisse adopter ces nouvelles tendances d'euro digital ou de Bitcoin ou d'euro numérique. Adrien Zera, et je voulais voir, parce que vous avez sorti une carte Tezos, Adrien Zera, vous pensez que l'euro prendra une forme matérielle, finalement, cet euro numérique ? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense que dans l'expérimentation, dans cette initiative de la Banque Centrale Européenne, il y a vraiment une expérimentation wholesale, donc entre banques commerciales et banques centrales, et aussi ils sont en train d'explorer toute la partie retail. Pour le moment, on est vraiment encore dans une phase d'expérimentation où il faut déjà étudier les impacts de cet euro numérique sur la stabilité financière. On n'est pas encore à... Pourquoi ça pourrait changer la donne, le fait de passer sur une blockchain ? C'est un nouveau moyen de paiement qui va arriver en plus et qui ne va pas remplacer, la Banque Centrale Européenne insiste beaucoup là-dessus, qui ne va pas remplacer les moyens de paiement actuels. Et donc, à voir quels impacts ça va avoir sur la stabilité financière, à voir géopolitiquement parlant, si cet euro digital est utilisé dans des pays où la monnaie est faible, quels impacts ça pourrait avoir sur les relations. Il ne faut pas oublier que cet euro numérique, ça peut aussi être vu, et je pense que c'est l'approche chinoise, comme un instrument de géopolitique. À quel titre ? Mais une représentation plus forte de la monnaie du pays à l'international. Et donc, grâce à cette technologie... C'est-à-dire qu'on dépasserait les frontières. Ça pourrait être une monnaie mondiale telle qu'elle est devenue le dollar, par exemple ? Exactement, tout à fait, oui. Ouais. Et justement, est-ce que la vision chinoise est aussi une complémentarité entre le fiduciaire et le numérique ? Je ne connais pas assez le projet chinois pour répondre. Est-ce que l'un de vous, par Skype, a cette réponse ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne fait un choix qui est unanimement partagé, un euro numérique complémentaire de l'euro classique ? C'est un choix contraint. Ils n'ont pas tellement de timing devant eux. Ça va être un peu comme la bataille perdue des data. Et donc, il va falloir donner une réponse à cette... crainte de perte de souveraineté qui est déjà caractérisée dans l'usage des très grands réseaux sociaux. Il n'y a pas de grands réseaux sociaux européens et donc tous ces géants de l'Internet ont déjà intégré des systèmes de paiement en quelque sorte, sauf que ça reste relativement, en pourcentage, ça reste accessoire. Ça va peut-être devenir un moyen de paiement comme on connaît par rapport à des géants chinois et donc cet euro numérique doit apparaître rapidement pour pouvoir apporter cette réponse
face à toute cette crainte de perte de souveraineté, même au niveau technologique, entre la technologie et la monnaie. Vous avez démarré cette interview avec ça. Entre la technologie et la monnaie, vous avez une perte que l'Europe est en train d'essayer de rattraper, mais je ne sais pas si c'est pas trop tard. Donc on en est là des enjeux. Karim Ghanem, un des problèmes quand même, c'est de rendre tout ça simple. Alors pas uniquement à la compréhension, mais aussi à l'utilisation. Comment est-ce qu'on peut simplifier demain l'utilisation de la blockchain et de potentiellement un euro numérique ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la blockchain, ça reste une histoire de geek pour le moment. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont les token holders sont une minorité. C'est 20 millions de personnes dans le monde. Et on envoie encore aujourd'hui des tokens sur des adresses de 32 caractères. Donc, un bitcoin, c'est une adresse avec 32 caractères alphanumériques. Aujourd'hui, le pari que doivent faire les blockchains, c'est d'envoyer un token aussi simplement que d'envoyer un email, parce que il y a eu beaucoup d'erreurs, c'est des milliards en euros de bitcoin qui ont été perdus à cause de mauvaises adresses. Et aujourd'hui, tant que on n'aura pas vraiment simplifié la transformation de ces adresses numériques en username aussi simple qu'un email, je pense que ça sera compliqué. Après, il y a d'autres problèmes encore à éliminer, qui est le problème du mot de passe perdu. Je pense que c'est arrivé aussi beaucoup, étant donné que c'est dans la blockchain. On peut pas redemander un mot de passe dans une blockchain. Quand on l'a perdu, c'est fini. Donc, on perd ses actifs une fois qu'on a perdu le mot de passe. Et enfin, il y a le problème du custodian, c'est-à-dire il faut qu'on ait en place des systèmes ou des institutions qui nous permettent en fait de conserver nos clés, les clés qui permettent d'accéder à la blockchain. Et donc ces trois piliers de l'adoption ne seront pas réglés. Ça sera compliqué de rendre accessible à tous le token, y compris le token euro, même s'il est garanti derrière par la Banque Centrale Européenne. Donc là, Adrien Zérin, ce sont des freins technologiques. Vous êtes justement une entreprise de R&D, vous travaillez sur la partie de recherche et développement autour de ces nouvelles monnaies. On en est où ? Comment ça avance ? Les technologies blockchain sont encore assez jeunes. Il y a par contre une dynamique très forte dans l'évolution et toute la recherche qui peut être faite sur ces protocoles décentralisés. J'aimerais juste revenir sur la partie custodienne dont a parlé Ayovi. C'est un problème, on n'a pas de cadre légal aujourd'hui, en fait, qui permet d'avoir un tiers de confiance qui garde les cryptoactifs ou les clés privées des utilisateurs. Donc je rejoins... En fait, chacun est propriétaire de sa clé. Exactement, vous êtes votre propre banque, en fait. Ouais. Et en quoi ça pose un problème ? Si vous perdez votre clé, vous perdez vos fonds. Mais si demain on décide d'avoir un tiers de confiance, a priori ce serait donc la Banque centrale, peut-être la Banque de France en France ou la BCE ? Non, ça pourrait être des acteurs comme spécialisés dans la conservation d'actifs. Et ça ne modifierait pas le principe, encore une fois, même de la blockchain ? Non. C'est juste que... On revient à un système plus centralisé, à un système aussi de gouvernance. Alors, effectivement, vous allez centraliser peut-être un petit peu plus les choses, mais en termes d'adoption, je pense que ça aiderait beaucoup les asset managers, par exemple, qui ont besoin de déléguer la conservation de leurs titres, comme ils le font aujourd'hui dans le monde de la finance classique, à des tiers de confiance. Donc, en termes d'adoption, je pense que ça accélérerait les choses. Yves Laurent Caillan, vous, en termes de freins sur l'adoption des crypto-monnaies et de cet euro numérique demain, vous voyez autre chose ? En termes de sécurité, on dit souvent la blockchain, c'est hyper sécurisé, par exemple. Voilà, en fait, les technologies blockchain sont très sécurisées. Ce sont ensuite les usages et les acteurs qui entrent dans cette chaîne de services qui posent des soucis. Donc, ça peut être à n'importe quel instant. Effectivement, un problème de
sécurisation, soit des accès, soit de transactions. C'est pour ça que les régulateurs ont rapidement mis en place, après quelques déboires, par rapport à des acteurs qui ont été hackés ou où il y a eu des malversations. C'est pour ça que les régulateurs ont voulu mettre en place un cadre légal qui est le cadre existant de tout ce qui est paiement électronique. Donc, par exemple, si vous voulez proposer des paiements que vous voulez faire en euros pour pouvoir obtenir des bitcoins, il faut être régulé. Donc, par rapport à cette sécurisation, il y a différents types. Là, Adrien vient de parler du custodian, c'est-à-dire de garder, de préserver les accès, de préserver votre clé privée. Nous, chez CoinPlus, on propose que effectivement vous soyez votre propre banque vous-même avec cette carte, puisque c'est une carte sécurisée, personne ne peut la hacker. Mais il y a d'autres types de sécurisation, et dans tous les cas, les blockchains sont sécurisés, mais ce sont les acteurs et les usages qui font que ça peut être un peu défaillant et ça peut paraître un peu dangereux, mais en fait, ça ne l'est pas, d'entrer dans ces blockchains. La démocratisation, l'usage des crypto-monnaies viendra aussi par la facilité, viendra aussi par le fait que les usages vont en être facilités. Donc, il faut faire attention à sa clé privée, parce que c'est un peu comme dans le mot de passe de votre email. Si vous perdez le mot de passe de votre email, en général, les grands acteurs vous en redonnent un. Et bien là, ce qu'Adrien a relevé, c'est qu'il va falloir trouver des acteurs qui vous redonnent un mot de passe si vous perdez votre clé privée. Parce que si vous perdez votre clé privée, ce qu'on dit dans les blockchains, c'est que it's gone, c'est parti. Vous avez perdu vos bitcoins ou vos Tezos ou autres monnaies numériques. Ce qui représente justement une certaine sécurité, de savoir que il n'y a pas de centralisation de l'ensemble de nos clés. Et exactement. En fait, ce qu'il faut également comprendre, c'est de l'éducation pour pouvoir démocratiser cet euro numérique comme les blockchains, puisque effectivement, comme a dit Karim, il y a à peu près 20 millions, il y en a qui disent 50 millions ou 100 millions d'utilisateurs, c'est pas encore des milliards. Et pour pouvoir passer aux milliards et à la démocratisation de l'usage des bitcoins et de l'euro numérique et des autres crypto-monnaies, il va falloir passer à une étape d'éducation. Il va falloir que les gens comprennent que, comme pour l'email, on a des habitudes, on envoie à quelqu'un un email. Si je vous envoie un email, je vais vous demander votre email. Ben là, il va falloir vous demander votre adresse publique. Et pour pouvoir vous envoyer de l'euro numérique ou des cryptos, il va falloir que je donne ma clé privée, il va falloir que je débloque la transaction. Et donc, c'est cette facilité et cette éducation qui fera que ça deviendra une masse adoption et que ça deviendra très efficace. Karim Ghanem, vous proposez justement une solution pour travailler autour d'une identité universelle sur la blockchain, mais il y a plein d'acteurs qui proposent aujourd'hui des tas de solutions, chacun dans leur coin, je dirais. Est-ce que l'avantage de travailler sur cet euro numérique ne serait pas justement d'avoir un format qui serait un format européen où tout le monde s'entendrait sur la manière dont on doit s'identifier, récupérer ses mots de passe, protéger ses clés? Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, on est dans une période où en fait le marché cherche un standard. Alors c'est vrai qu'avec IOV, nous, on essaie de travailler sur un principe multi-chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un nom de domaine qui est destiné à une seule chaîne, mais un nom de domaine qui est destiné à toutes les chaînes. Et bien évidemment, en fait, vous êtes tout à fait raison. Ce qui permettra d'accélérer l'adoption et ce qui permettra justement de créer ce standard, c'est lorsqu'il y aura une institution comme la Banque Centrale Européenne, mais il peut y en avoir d'autres, qui valident ce format et qui le rendent accessible et disponible et surtout qui permettent de simplifier vraiment au maximum son utilisation et son utilité. Adrien Zera, quel est le calendrier pour cet euro numérique ? Alors, on est toujours dans la phase expérimentale et ce qu'a annoncé la Banque Centrale Européenne, c'est qu'ils vont prendre une décision mi-2021 à la lumière des résultats des différentes expérimentations qui sont en cours, avec Banque de France par exemple, mais il y a d'autres banques centrales en Europe qui travaillent là-dessus. Et ils ont lancé aussi une consultation qui est accessible à tout le monde en Europe. Et donc ça, la consultation, c'est jusqu'à mi-janvier. Exactement, ouais. Mais la décision sera plutôt au printemps, à l'été 2021 ? Ouais, je pense, printemps-été, une fois qu'ils auront les résultats des différentes expérimentations qui sont en cours. Et à ce moment-là, ils vont étudier ça, je pense, et se dire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on y va ou non ?
Bon, donc les expérimentations qui ont cours en ce moment en France avec la Banque de France sont très importantes Tout à fait, oui. pour cette décision. Merci beaucoup Yves Laurent Caillan, PDG cofondateur de CoinPlus, Karim Ghanem, cofondateur d'IOV et Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadix Labs. Juste après la pause, on va parler encore de sécurité avec l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez HeadBrains. Bonjour Damien. Bonjour. Alors votre sujet aujourd'hui, c'est le click and collect, mais alors collecte par les pirates. Oui, c'est ça. Depuis quelques semaines, avec le confinement épisode 2, pour aider les commerçants, les restaurateurs, les artisans à vivre véritablement cette période très difficile, on a vu des centaines de propositions de click and collect. Vous savez, le fameux et fumeux commander par Internet et récupérer vos achats. Alors le problème, c'est sur les réseaux sont apparus moult propositions qui vont vraiment dans tous les sens. Et c'est véritablement un vrai problème parce que pour aider notre commerce de proximité, véritablement le soutenir, eh bien, l'idée paraît plaisante. Ça, c'est clair. Ça semble porter ses fruits aussi dans certains cas, certaines entreprises. Mais il serait aussi très intéressant, eh bien, de s'assurer que tous nos petits commerçants, artisans et autres qui ont lancé leur site internet pendant cette période de confinement, eh bien, ces boutiques en ligne, eh bien, ne deviennent pas des collections de pirates informatiques. Alors, c'est quoi le risque concrètement ? Déjà, lancer sa boutique dans la précipitation alors qu'on n'a jamais eu l'idée. Je rencontre moi énormément de commerçants, d'artisans qui, avant l'Internet, avant avoir un site Internet, une boutique était véritablement un petit détail qui n'intéressait véritablement pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'avec le confinement et justement cette période où il faut faire rentrer un petit peu d'argent quand même dans les caisses, eh bien, avoir une boutique est devenu quasiment indispensable. Et c'est malheureusement la porte ouverte aux arnaques, créations faites à la chaîne pour les sites Internet. Et avec un oubli loin d'être négligeable, la sécurité. Et je parle même pas des données bancaires, je parle de toutes les autres informations que moi, le consommateur, comme vous et moi, eh bien, on peut apporter à ces jeunes boutiques qui ne prêtent pas du tout attention à ce genre de sujet. Je vais vous inviter juste à tester un petit détail. Allez voir votre boulanger, allez voir ces nouvelles boutiques sur le web et parlez par exemple du RGPD, du Règlement général des données personnelles, et vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas du tout au courant du sujet. Ah oui, ça c'est embêtant. Et vous avez des preuves justement concrètes de ces nouveaux commerçants qui arrivent sur Internet par le click and collect et des problèmes que ça peut poser ? Oui, clairement. Malheureusement, ce week-end, au moment où je préparais ma chronique, eh bien, je suis allé sur plusieurs moteurs de recherche et j'ai tapé des mots-clés. Alors, je vais pas les citer ici pour pas vous inciter à faire pareil, mais c'est malheureusement très simple à faire. Et quand vous avez tapé ces mots-clés, eh bien, vous tombez sur des boutiques. Vous tombez donc sur des sites. Regardez comme on peut le voir à l'écran. Où là, on se retrouve en fait peut-être chez un avocat, peut-être chez un boucher, peut-être dans la petite commerçante du coin qui vous fait des produits verts. Et le problème, c'est que les moteurs de recherche, quand vous cliquez sur le lien, vous tombez pas sur leur site, mais vous tombez sur des fausses pharmacies qui vous vendent des médicaments, donc de la contrefaçon. Mais ça peut être des médicaments comme on le voit à l'écran, mais ça peut être aussi des objets, par exemple des fausses montres, des faux sacs de luxe, etc., etc. Et le problème, il est là, c'est que ces populations de jeunes internautes, de jeunes commerçants du web, eh bien, n'ont pas pensé à la cybersécurité, à la mise à jour, par exemple. Et là, se font infiltrer. Et je ne vous parle même pas du plus gênant pour leur image, eh bien parce que les navigateurs et les moteurs de recherche récupèrent ces informations malveillantes et du coup, vous vous retrouvez avec un message qui vous dit « Eh bien voilà, vous êtes sur un site qui est totalement malveillant, sauf que vous ne demandiez pas autant et d'autant plus d'être censuré sous cette forme-là. » Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, mon boulanger, s'il veut se mettre au click and collect ? Alors déjà, pour commencer, la base des bases, on ne se lance pas sur Internet comme si on se lançait dans son lit. Faire cette technique, c'est simple, c'est comme si on avait oublié de mettre le matelas, la chute risque d'être particulièrement douloureuse. Alors d'abord, on ne fait pas appel au petit cousin, vous savez, le petit dernier qui est capable de vous réparer votre ordinateur avec une clé USB. Non, on fait clairement appel à des professionnels. Mais ces professionnels, on n'hésite pas à leur faire comprendre que le contrat n'est pas unilatéral. Il faut que dans ce dernier, il y ait aussi cet aspect de cybersécurité avec
avec la mise à jour, avec toute la compréhension, par exemple, de l'installation d'un mot de passe. Dans les petits sites que j'ai pu rencontrer, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment les naissants du 2.0, eh bien, le mot de passe, en fait, était quasiment soit le prénom de petit dernier, soit un chiffre tout simple. Non, il faut penser à un mot de passe, à la double authentification. Et dans vos contrats, quand vous fabriquez ce nouveau site Internet, imposez à la société en face, si elle ne le fait pas déjà, eh bien, tout cet aspect cybersécurité, parce que quand un pirate est rentré dans votre maison, ça va être compliqué de le déloger et surtout de travailler sur son image en expliquant que c'est pas de votre faute et on fera tout pour que ça ne recommence pas. Oui, parce que les risques sont plus du côté de l'acheteur, de l'utilisateur, ou du côté du boulanger qui se met au click and collect ? Ah bah c'est simple, le risque est vraiment dans les deux sens. D'abord, moi, consommateur, où on pourrait potentiellement voler mes informations, voire même injecter un logiciel malveillant à partir d'un blog, à partir d'un site. Ceux que j'ai rencontrés ce week-end, j'en avais 2, qui diffusaient quoi ? Qui diffusaient un ransomware, vous savez, ces fameux rançongiciels. Donc déjà de ce côté-là. Et côté commerçant, eh bien c'est lui voler ses informations, c'est transformer son site en une espèce de boutique qui n'était pas prévue, par exemple vendant des contrefaçons, voire diffusant pire. Et puis surtout l'image de marque. Je me lance sur Internet, j'ai de super petits produits et du jour au lendemain, je vais me retrouver avec des messages d'avertissement qui va empêcher le consommateur de venir chez moi. Donc voilà, c'est vraiment à prendre très au sérieux et se lancer sur le web comme ça, un petit peu trop à la va-vite, c'est un véritable danger. Merci beaucoup Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez EdBrains, pour ces appels réguliers à la prudence dans Smartech. Alors avant de se quitter, on va terminer avec la découverte d'une innovation dans le domaine de l'e-santé. À quoi ressemblera demain, chaque jour ? Cécilia Sévry nous en donne un aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Et cette fois, c'est en plateau, c'est un vrai plaisir. Alors, on va parler d'une innovation dans le domaine de la santé. Oui, une start-up française met au point en ce moment même la première solution numérique capable d'identifier en temps réel des troubles neurocognitifs chez un patient. Cette application, elle fonctionne comme un jeu d'exploration d'images qui analyse les mouvements oculaires du sujet en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Elle s'appuie sur les recherches du CNRS qui ont mis au point en fait un marqueur d'analyse des mouvements oculaire. Les chercheurs se sont rendus compte en fait qu'en analysant les mouvements oculaires d'une personne qui est en train d'observer une image, on peut dire si oui ou non elle présente des risques de troubles neurocognitifs. En fait, il est prouvé que le regard suit toujours les mêmes points clés dans une image chez une personne saine. Alors, si les mouvements oculaires sortent de ce chemin type, c'est qu'il y a un risque de troubles neurocognitifs. Et en fonction même de cette divergence de chemin d'exploration, le trouble peut être identifié. Le problème du CNRS, c'est qu'il a mis au point ce marqueur en utilisant une caméra infrarouge. Alors, il fallait trouver une solution pour adapter cette identification à tout le monde, à tous les professionnels de santé. C'est ce qu'a fait Sibius, cette start-up française. Elle a développé un outil accessible à tous les professionnels de santé pour diagnostiquer à la fois les adultes et les enfants. Alors, quel est cet outil ? Alors, cet outil, en fait, il ne nécessite qu'une tablette. Puisque c'est une application, il ne nous faut qu'un écran tactile. Quand on lance l'application, vous allez le voir à l'image, l'écran affiche une image floue. Et l'enfant devra donc toucher, l'enfant ou l'adulte, l'image pour créer, en fait, une zone de netteté. Là, on va pouvoir découvrir sa trajectoire, en fait, d'exploration, celle qui correspond à son propre mouvement oculaire. Le test dure moins de 10 minutes environ, le temps de présenter une vingtaine d'images au patient, et à partir de ces trajectoires qu'il aura dessinées lui-même, mais aussi grâce aux données comme l'âge par exemple du patient, eh bien l'application pourra déduire en temps réel le niveau de risque de troubles cognitifs. Et à la fin, à terme du développement, elle pourra aussi prédire précisément quel est ce trouble cognitif. Alors évidemment, j'insiste sur ce point, c'est en premier diagnostic, il sera évidemment indispensable d'aller consulter un spécialiste s'il y a effectivement un risque de trouble. Oui, alors quel est ce niveau de fiabilité que peut garantir Sibius ? Alors pour garantir un résultat fiable, la start-up a développé tout un protocole de test. Dans le cadre d'un protocole clinique, l'application collecte tout un tas de données. 10 000 images ont déjà été aujourd'hui exploitées par des sujets sains.
et qui présentent aussi des troubles neurocognitifs. En fait, aujourd'hui, l'application, pour l'instant, est seulement capable d'identifier s'il y a un trouble, mais à terme, grâce à toutes ces données qu'elle récolte, elle pourra dire précisément de quel trouble il s'agit. Et sait-on quel est le calendrier? Quand est-ce que les médecins pourront vraiment s'approprier la technologie? Alors, pas avant fin 2021, mais c'est déjà demain. Quand elle sera prête, cette solution pourra véritablement révolutionner, par exemple, la prise en charge de l'autisme en France. L'autisme, c'est 8000 enfants chaque année qui naissent avec l'autisme selon le CERM. La grande difficulté, c'est que le diagnostic est très difficile à poser le plus tôt possible. Avec cette application, le diagnostic sera accessible dès 2 ans. Et ça, c'est formidable, mais il y a aussi d'autres maladies qui pourront être détectées, d'autres troubles comme la maladie d'Alzheimer, les troubles aussi également, la démence précoce ou les commotions cérébrales. Et puis pour finir, cette start-up souhaite aussi, dans un deuxième temps, proposer un suivi du patient pour suivre l'évolution des traitements en cours et évaluer le statut cognitif tout au long de l'évolution du patient. Et le fait que ce soit une start-up française, ça veut dire qu'il y aura une adoption spécifiquement française? Pour l'instant, d'abord dans le milieu hospitalier? Non, l'idée c'est de d'abord cibler les spécialistes, les personnes qui sont en contact direct avec des personnes potentiellement à trouble pour commencer à développer d'un point de vue économique cette application. Et ensuite, l'idée c'est qu'elle soit prise en charge par la sécurité sociale française pour que tous les médecins y aient accès. Merci beaucoup, Cécilia. Je vous laisse changer de plateau pour nous présenter dans quelques instants le Lab Startup. J'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine avec ces découvertes et ces questions, notamment autour de l'euro numérique. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.